vous présenter, même si Pierre vous a déjà dit beaucoup de choses sur Julien Lecomte. Donc Julien Lecomte qui est la première conférence qui va nous occuper ce matin. Donc bienvenue Julien, merci beaucoup de participer donc virtuellement à nos rencontres de l'éducation aux médias. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de l'esprit critique et de la légitimité des médias à l'enseigner, parce que ça semble à la fois couler de source et en même temps, il y a pas mal de questions qui se posent. Peut-être que dans un premier temps, ce qui pourrait être intéressant, c'est que c'est vrai que l'esprit critique, c'est une expression qui est aujourd'hui aussi bien revendiquée par les professionnels de l'information que par les professionnels de la désinformation, très étrangement, puisque c'est aussi l'expression qu'ils emploient pour appeler les gens à utiliser leurs doutes, à faire preuve à prendre de la distance par rapport aux informations qui sont traditionnellement transmises par les médias mainstream, comme ils aiment à nous appeler. Donc peut-être qu'avant de rentrer dans des considérations plus techniques, je vous propose de définir un petit peu ce que c'est que l'esprit critique. Alors, chemin d'apprentissage, compétences, méthode, hygiène de vie. Qu'est-ce que recouvre véritablement la notion d'esprit critique pour vous? Oui. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à vous, à Monsieur Savary aussi pour l'introduction et pour l'honneur que vous me faites de participer à vos rencontres. C'est une question évidemment super intéressante et en fait, elle est pas neuve non plus puisque en 96, dans son ouvrage relatif à l'éducation aux médias et à l'esprit critique, Jacques Piette, qui est un homologue québécois, disait finalement l'esprit critique c'est une notion à géométrie variable et en fonction de qui l'utilise, en fait on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. En ce sens, c'est une notion qui est un peu problématique, puisqu'effectivement, vous l'avez fait remarquer, et je reprends aussi l'introduction de Pierre Savary, c'est finalement, il est question de doute, mais est-il question de n'importe quel doute? Et finalement, en filigrane, vous le dites dans votre question, c'est est-ce que le doute complotiste, c'est la même chose que le doute critique? Je ne crois pas. Et du coup, alors personnellement, déjà, je préfère parler de pensée critique. Pensée, donc, dans la mesure où l'esprit critique, ça pourrait être un peu comme quelque chose d'acquis une fois pour toutes. Voilà, j'ai bien développé mon esprit critique. Maintenant, je suis un gros esprit critique, hein, j'ai un gros cerveau. Et donc, je suis immunisé, comme si on parle de pandémie d'ailleurs, je suis immunisé par rapport à la désinformation et je ne me laisserai plus jamais avoir. Or, on constate bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Moi, je suis ici pour partager avec vous à propos d'esprit critique. Il est vraisemblable que je me fasse avoir demain par rapport à une fake news, par rapport à une information qui me plaît, etc. Donc, la nuance dans l'idée de pensée critique, c'est que c'est quelque chose qui s'applique en situation au cas par cas. Je peux faire œuvre de pensée critique aujourd'hui et demain ne pas en faire œuvre. C'est pas un acquis une fois pour toutes. Maintenant, je pense aussi que c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est une habitude que l'on peut prendre. Vous parlez peut-être d'hygiène de vie, c'est quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'avec aussi tout le travail des professeurs documentalistes en France, tout le travail aussi des académiciens, des associations, des journalistes, ont défini de manière plus spécifique des compétences critiques. Et donc, quelque part, une certaine manière d'approcher l'information qui est moins à géométrie variable. Voilà. Donc, carrément, voilà, qu'est-ce que savoir lire une information, qu'est-ce que savoir décoder une information, de quelles aptitudes nous avons besoin. Et ça peut passer par l'éducation aux médias et à l'information, ça peut passer par je maîtrise les codes du journalisme, par exemple. Je sais finalement que l'angle d'une caméra,
ça a un effet sur le produit fini. Le simple fait de poser une caméra devant une scène, devant des faits du réel, bah, ça a une influence. Voilà. Alors, je terminerai ma réponse à cette question qui finalement délimite sans délimiter, c'est-à-dire que justement, il y a aussi un risque. J'ai écrit par exemple à propos du bac français il y a quelques années, et je me dis, le risque, c'est aussi celui d'un formatage. Donc, il y a un équilibre à trouver entre définir l'esprit critique et le délimiter de manière à ce que ce ne soit pas quelque chose de mystique que chacun peut se réapproprier à sa sauce, et à la fois laisser suffisamment de marge pour le libre arbitre, pour que ce ne soit pas finalement une seule vision du monde qui soit imposée, et notamment par au-dessus. Vous soulignez le fait que l'esprit critique, ce n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes. Et en filigrane, ce que j'entends, c'est qu'on peut faire preuve d'esprit critique le lundi matin et avoir une grosse absence le lundi soir sur un tout autre sujet. Est-ce que justement, il y a des territoires qui sont peut-être plus sensibles, dans lesquels on a plus de difficultés à l'exercer, cet esprit critique, même quand on y est sensibilisé? Alors, petite seconde de réflexion. Mon élan serait de répondre oui. Bien sûr, en fait. C'est lorsqu'il est question d'esprit critique, de plus en plus, ce qui est étudié de plus en plus, et justement aussi grâce aux médias sociaux, aux réseaux sociaux en ligne, etc., c'est les usages, les comportements des usagers. Et ce que nous constatons, c'est que nous sommes plus perméables à des thèses qui sont proches de nos opinions préalables et ou qui sont partagées au sein de nos groupes d'appartenance. Et donc, en fonction de nos propres idées politiques, nos idéologies de manière plus générale, eh bien, nous pouvons être moins vigilants, mettre en veilleuse quelque part les méthodes que nous appliquerions à des informations qui, elles, ne vont pas dans notre sens, dans le sens de nos opinions préconçues. Et parfois c'est anodin, voilà, il y a des informations qui, entre guillemets, ne mangent pas de pain. Je me souviens de George W. Bush qui a failli s'étouffer avec un bretzel. Aujourd'hui, ce genre d'informations, nous n'allons pas probablement la partager avec la même distance critique. Alors quand je dis nous, je pourrais dire je ne vais pas nécessairement la partager avec la même distance critique qu'une autre info. Ça dépend des personnes, évidemment. Mais ce qui est intéressant, et c'est une invitation d'ailleurs à compléter la notion d'esprit critique, c'est la notion de réflexivité. C'est par rapport à mes propres tendances, à partager de l'information, à partager ce que j'estime être de l'information. Voilà. Donc le premier territoire à explorer quand on veut faire preuve d'esprit critique, c'est soi-même. C'est bien ça? Est-ce que c'est le premier territoire? Je ne suis pas sûr. C'est un des territoires. Parce que un des risques, ce serait justement de surresponsabiliser les individus par rapport à la désinformation et par rapport à un système peut-être qui mériterait d'être pensé. Après les attentats de Charlie Hebdo, en France, on a senti que l'éducation nationale, entre autres, mais aussi les acteurs de l'éducation aux médias, s'étaient globalement focalisés sur la notion de désinformation, donc les fake news, l'information contrefaite, les théories du complot. On s'est mis à définir un peu plus ce que c'était que le complotisme, cette espèce de tendance à avoir des complots partout, à faire la différence entre quelqu'un qui souscrit à une théorie du complot et un complot, essayer d'armer les élèves un petit peu pour se défendre contre ça. Depuis quelque temps,
Alors, c'est ce qui remonte du terrain, mais peut-être que vous allez me dire que c'est plus une impression que quelque chose d'objectif. On parle de plus en plus d'esprit critique, de comment l'enseigner, etc. Est-ce que ça vous semble être, en tout cas, on le présente comme une réponse de plus en plus complète au challenge que pose le numérique et la surproduction d'informations? Est-ce que c'est le signe d'une meilleure compréhension des enjeux de l'EMI par l'éducation aux médias pour vous? Oui, alors effectivement, vous lisez dans mes pensées. C'est un sentiment que je ne partage pas nécessairement. Le sentiment qu'on parle de plus en plus d'esprit critique. Je pense qu'effectivement, en tout cas, l'éducation aux médias et à l'information, et je m'en réjouis, occupe une place significative, symbolique en tout cas, plus présente. Je crois aussi qu'il y a une volonté d'éduquer, de responsabiliser le citoyen qui est de plus en plus partagée. Alors, comme je vous l'ai dit, je me dis attention au focus que nous voulons mettre sur à qui est-ce de changer finalement dans ce climat de désinformation. Est-ce que c'est juste aux citoyens qui en fait il est vraiment trop bête pour distinguer la bonne info de la mauvaise info, donc faut un peu lui apprendre quand même. Donc ça me pose question. Maintenant, j'ai aussi l'impression que justement cette notion d'esprit critique, de pensée critique qui a été pensée en amont, et quand je parle de Jacques Piette en 96, on peut remonter. Enfin, moi, j'aime beaucoup la philo, donc j'ai envie de dire les questions de vérité, de fiabilité. Euh, ben, L'épistémologie, c'est pas né non plus avec la télévision ou Internet. Donc, tout ça, la logique, la rhétorique, tout ça n'est pas né avec le journalisme, avec Internet, avec les médias d'info. Donc, j'ai envie de dire, remettons tout ça en perspective et dans l'autre sens, je pense que vous parlez des attentats de Charlie Hebdo, je pense aussi, voilà, le terme finalement de fake news, il a été popularisé par Trump, donc c'est assez intéressant de voir lutter contre les fake news par quelqu'un qui accuse ses opposants d'être des fake news. Et puis, on a un glissement ces dernières années alors c'est peut-être aussi une impression, vous allez me dire, de l'éducation média et à l'information qui serait finalement un contre-pouvoir à la presse, qui serait une manière de lire la presse de manière critique, avec justement les théories critiques, l'école de Francfort et tout ça, Bourdieu en France, à une éducation aux médias et à l'information qui se fait presque aujourd'hui le rempart de l'information journalistique, qui se fait presque le défenseur de l'info officielle de la presse. Je caricature. Et en même temps, ça pose question dans l'idée de l'équilibre. Moi, je pense que ces deux visions des choses ont toujours coexisté. Et que, en fonction des périodes, et c'est peut-être un rôle de l'éducation média, il s'agit de se positionner pour remettre de la nuance, peut-être. Ça peut, c'est une vision optimiste. Une vision pessimiste, ce serait de dire que finalement, nous sommes dans des contours flous avec des risques de réappropriation de part et d'autre à chaque époque. Vous avez, en tout cas face à vous, des acteurs de l'éducation aux médias ou des gens qui, à titre professionnel, s'intéressent à son enseignement, à son partage. Donc, c'est vrai que je vais vous poser une question peut-être un peu plus inconfortable, c'est-à-dire que comment on trouve cet équilibre entre les deux, comment on navigue au milieu de ces risques entre d'un côté risquer d'enseigner l'esprit critique et de partager ce réflexe de méfiance qu'on doit avoir face à toute information, mais qui peut aussi amener les élèves à une sorte de relativisme qui peut être extrêmement destructeur. Et puis de l'autre côté, de ne pas arriver non plus dans une salle de classe
avec cette espèce de discours, c'est France Inter ou rien du tout, en fonction de vos écoutez ou de ce que vous regardez, et de dire, voilà, en dehors de ça, point de salut, et évidemment, vous, jeunes, puisque on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a une tendance à résumer un petit peu l'éducation aux médias à un public jeune, ce qui pourtant qui transcende très largement ce public-là, mais voilà, à arriver en disant Snapchat ça ne va pas et on va mettre tout le monde au monde diplomatique. Donc voilà, comment on navigue et comment on évite de tomber dans ces deux écueils finalement? Ouais. Ouais, excellente question. Et la question du relativisme, elle m'anime beaucoup, évidemment. Parce que, bon, alors vous citez quelques poncifs convenus que j'entends parfois effectivement dans le domaine. C'est effectivement, c'est comme dire aux jeunes, bon, il faut diversifier ses sources. Et aujourd'hui, cette injonction-là, par exemple, elle me semble avoir peu de sens parce que, en fait, il est très facile de trouver plein de sources qui vont dans le même sens. Et donc, c'est pas n'importe quelle diversité. C'est pas non plus, comme je le disais tout à l'heure, en écho à l'introduction de Pierre Savary, c'est le doute et c'est pas n'importe quel doute. Et je pense qu'une des pistes, c'est de faire la lumière sur les conditions d'élaboration de la connaissance. Pas sur la bonne connaissance en tant que telle, mais sur comment ça fonctionne. Je pense par exemple, pour prendre l'exemple du complotisme, je crois qu'il y a un travail de démystification à faire sur en fait, il y a de l'humain derrière les médias. Quand, quand j'observe des critiques à l'égard de les médias, je dis de les médias exprès, c'est comme si c'était un peu une instance abstraite, comme si c'était, en fait, c'est les extraterrestres qui tirent leurs ficelles et qui manipulent. En 2011, 2010, les gens qui arrivaient sur mon blog, ils arrivaient le plus souvent par la requête Google, les médias nous manipulent. Les médias nous manipulent-ils? Les médias nous mentent-ils? Et je trouve que ça a quelque chose d'intéressant, c'est les médias et nous, les médias et les humains. Comme si c'était, enfin, c'est un eux et un nous, hein, d'un point de vue identitaire, c'est comme si c'était deux sphères totalement distinctes. Et je pense que ça vaut le coup de montrer ce qui se passe dans une salle de rédaction, de montrer ce qui se passe quand... et peut-être de moins le faire en mode dessous des cartes et regarder, en fait, comme il y a des gens qui tirent les ficelles, comme c'est parfois le cas, hein, quand, dans certains reportages d'investigation où finalement on entretient ce complotisme, hein, je trouve. Mais justement de remettre de l'humain au centre, quoi. Donc voilà, les conditions d'élaboration de la connaissance, je pense que c'est une manière aussi de faire de l'épistémologie. Je veux dire, voilà, de peut-être aussi, quand je dis les conditions d'élaboration de la connaissance, on a une défiance qui s'observe également, par exemple, à l'égard d'institutions scientifiques, mais c'est comment ça marche la science, quoi. Au lieu d'apprendre juste des théories, au lieu d'apprendre des contenus de savoir, mais c'est comment on fait pour élaborer ce savoir. Comment ça marche? Quelles sont les forces et les limites? Voilà. Moi, j'ai l'impression que si on se donne ça, la logique formelle et l'épistémologie, pour moi, ce sont des balises quand même assez importantes de ce que peut recouvrir une éducation aux médias et à l'information, et justement peut-être prémunir d'une forme de relativisme où tout se vaudrait, où il faut douter de tout. Ça ne veut rien dire, il faut douter de tout. Donc plutôt un processus d'apprentissage et d'être moins focalisé sur les objectifs de connaissance qui sont associés à l'enseignement de l'EMI ou de l'esprit critique. Parce que c'est vrai que cette question de la posture pédagogique, c'est une question, je ne me suis pas présentée,
Et je m'en excuse, je suis journaliste et une partie de mon travail, c'est justement de faire de l'éducation aux médias. Et du terrain remonte énormément de questions des formateurs, des éducateurs avec lesquels je travaille en centres sociaux ou des enseignants sur aussi cette remise un petit peu alors en cause, dans une certaine mesure, de la manière dont on conçoit l'apprentissage et de se focaliser non plus sur les connaissances, ce pourquoi on est très fort en France, mais plutôt sur un processus d'autonomisation en fait, de l'élève qui est en face de nous ou du formé, du stagiaire en face de nous, adulte ou enfant, et qui du coup ne va pas forcément arriver aux conclusions auxquelles nous, on serait arrivés, mais d'accepter simplement de l'accompagner dans ce processus d'autonomisation. Oui, je crois qu'il y a les deux, hein, malgré tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétences sans un minimum de savoir, de savoir-faire. Donc, voilà, la logique, ça ne fonctionne pas n'importe comment. L'épistémologie, ça ne fonctionne pas n'importe comment. Et il y a bien des règles de fonctionnement, par exemple, du métier journalistique, et il est possible de faire la lumière là-dessus. Donc, je pense que l'enseignant, l'éducateur, le formateur peut garder quelque part une forme d'expertise. Maintenant, et comme il est question d'une approche transdisciplinaire, je pense qu'il y a aussi ce côté où il faut peut-être se garder effectivement de dire c'est quoi une bonne info et peut-être en plus au cas par cas. Voilà, je pense au fact-checking, je pense à l'initiative des codex, hein, par exemple, 2017. Il y a eu une salve d'obus, ça a tiré à boulet rouge sur cette initiative et le pan pédagogique d'ailleurs, ça je l'ai regretté, le pan pédagogique de l'initiative a été fortement éclipsé, occulté par finalement la critique de « oui mais attendez, on a ici des juges et parties qui nous mettent des gommettes rouges et des gommettes oranges et des gommettes vertes et qui s'auto-attribuent la gommette verte ». Ça, effectivement, c'est plutôt mal vu. Vous introduisez du coup les médias, ce qui fait une très bonne transition pour l'un des sujets qui nous occupe aussi ce matin. C'est que l'une des singularités de l'ONU, vous l'avez dit, c'est sa profonde transdisciplinarité. Mais c'est aussi la multiplicité des acteurs qui s'en emparent de ce champ d'apprentissage et de compétences. Donc les journalistes se réveillent depuis une dizaine d'années de façon de plus en plus importante et investissent massivement le champ de l'éducation aux médias, dans un climat, je pense qu'on peut tous s'accorder à le dire, de défiance croissante et de rupture entre les citoyens et les médias. Est-ce que du coup les médias apportent selon vous une réponse satisfaisante aux enjeux aujourd'hui de l'ENI et est-ce qu'il vous semble légitime dans ce rôle d'acteur qui, alors on se veut des acteurs centraux de cette question de l'ENI, mais voilà, quel est votre regard sur cette question? Oui. Alors, effectivement, ce climat de défiance, de rupture, alors n'est-il qu'une impression ou est-ce juste la manifestation qui a changé? Ça vaudrait le coup de s'interroger à ce sujet. Quand j'observe par exemple le baromètre La Croix, TNS Sofres, Kantar, je ne sais plus quel nom ils ont actuellement, en fait, la confiance des Français dans les médias, si on en croit ce sondage, elle aussi et à la fois, elle n'a jamais été exceptionnellement élevée depuis que ce sondage existe. Moi, j'ai la croyance que cette défiance qui se manifeste aujourd'hui, elle n'est pas née en un jour. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'inconscient collectif presque traumatisé. Je prends la formule les médias parlent plus souvent des trains qui déraillent que des trains qui arrivent à l'heure. Et j'ai l'impression qu'en fait, les citoyens retiennent aussi plus volontiers quand les médias déraillent que quand les médias arrivent à l'heure. Et je prends pour exemple, par exemple, Tchernobyl, 86. Eh bien, c'est presque un acquis dans l'inconscient collectif que les médias et l'État ont menti à propos du nuage radioactif.
Euh, Quand je suis remonté aux faits, parce que moi-même je pensais ça, c'est ce que j'avais appris en cours d'histoire, eh bien, j'ai constaté que c'était plus complexe comme réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011, Fukushima, on nous ment encore. On nous fait croire que ce nuage ne va pas passer sur la France, qui va s'arrêter aux frontières. Oh là là, le gentil nuage. Ce sont des commentaires que j'ai lus. Et je me dis, on est là par rapport à quelque chose qui s'est passé en 86 et qui a encore des répercussions aujourd'hui. Je pense que, le regard que portent les citoyens par rapport à l'information, par rapport à la presse, eh bien, il ne va pas changer en une journée, tout comme il n'a pas changé en une journée, tout comme il ne s'est pas forgé en une journée. Alors, est-ce que, puisque c'est votre question, est-ce que les journalistes, la presse, ont un rôle à jouer par rapport à ce climat de défiance? Ben, je pense que oui. Alors, je serais un peu en porte-à-faux si je répondais que non dans le contexte qui nous rassemble aujourd'hui, mais je le pense effectivement. C'est-à-dire que, pour prendre une autre métaphore, je pense au régime alimentaire. C'est un camarade de discussion, Cyril Franck, qui qui m'a donné l'idée de cette métaphore. Il dit ben, s'informer, c'est comme se nourrir finalement. Si on donne que des bonbons Haribo aux enfants, ben, en fait, ils vont redemander que ça. Et c'est intéressant de leur donner un équilibre entre les Haribo et les haricots. Et du coup, pourquoi est-ce que je développe ceci? C'est parce que je me dis, en fait, apprendre à un enfant à se nourrir d'une manière qui soit saine pour lui, ben, ça ne se fait pas en un jour. Et donc, je pense que ça peut être décourageant pour des journalistes, des professionnels de l'information et de la documentation aussi d'ailleurs, de se dire ah ben en fait nos efforts ils paient pas et on se mange la méfiance qui est née qui a été alimentée pendant des années et des années, alors que là on essaye de montrer patte blanche, on essaie de redorer notre blason. Et j'aurais envie de dire ben ces efforts là peuvent payer sur le long terme, c'est peut-être pas demain, et en même temps si on abandonne, j'ai la crainte que ça n'améliore pas les choses. C'est un pari, en fait, c'est un pari. C'est un pari et c'est le contraire que de dire, justement, en fait, les gens, ils veulent du buzz, euh, ils mangent que ça, en fait, ils vont au fast-food et ils en redemandent. Mais je pense qu'en fait, il y a aussi des gens qui se disent, oh là, les fast-food, en fait, j'ai l'impression que c'est pas bon pour la santé. Il y a des petits problèmes éthiques, il y a des petits problèmes environnementaux. Ben, j'aimerais développer une autre forme d'alimentation. Je pense qu'il y a une véritable demande en plus pour ça. Mais effectivement, ça va peut-être moins payer que de faire une tapageuse sur le court terme. Sur le court terme, là, une tapageuse, boum, demain, je regarde mes chiffres de vente et j'ai fait des bonnes ventes. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est une des difficultés, évidemment, de tous les acteurs et toutes les actrices de bonne volonté qui souhaitent vraiment émanciper. C'est un mot aussi qui a été prononcé par Pierre Savary en introduction, qui ont vraiment une visée d'émancipation et d'information citoyenne. C'est de se dire, en fait, on intervient dans un contexte de malbouffe. On intervient dans un contexte où, pour une tentative d'émancipation, il y a peut-être 10 tentatives de sensationnalisme. Enfin, tentatives, en tout cas, il y a 10 articles de sensationnalisme, de pièges à clics, etc. Alors, sur la manière, je pense que l'angle journalistique
vous parlez d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. L'angle journalistique, surtout lorsqu'il se résume au fact-checking, est insuffisant. C'est une très bonne chose. Et en même temps, je pense qu'il y a vraiment ce côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le côté réhumanisation En fait, on n'est pas juste des robots. C'est montrer même limite un cas de conscience. Tiens, comment on parle de ça? Comment on parle du vaccin? Sachant toute la défiance qu'il y a à ce sujet, sachant les documentaires, c'est peut-être un grand mot de les appeler comme ça, les productions indépendantes qui ont été faites à ce sujet. On marche sur des œufs et montrer qu'en fait, il y a des humains et montrer que, voilà, je sais pas, parler des méthodes de financement, par exemple, parler du financement de la presse. Est-ce que, parce que des enseignants sont payés par l'État, en fait, ils sont tous des petits moutons aux ordres de l'État? Je ne crois pas. Est-ce que parce que des fonctionnaires sont payés par l'État, c'est tous des petits moutons, voilà. Et donc, est-ce que parce que des journalistes sont payés par tel groupe de presse ou sont financés par le public ou subsidiés par le public, en fait, ils en perdent leur âme. Vraiment, je pense que il y a une dimension hyper émotionnelle, hyper affective dans la critique des médias. Et du coup, je crois que cet angle-là, nous parlions de rencontres, de dialogue aussi, ce côté humain, en fait, ça vaut le coup peut-être de l'investir aussi. Vous avez fait le parallèle avec un régime sain. C'est vrai que l'une des premières missions qu'on a bien avant, même d'aider le lecteur, le spectateur ou l'auditeur à faire la différence entre une information qui serait, on va dire, un peu plus frelatée et une information qui serait plus saine, c'est simplement de prendre conscience de la quantité d'informations qu'il engrange chaque jour. Parce que je pense que l'une des réponses qui, à chaque fois, me fait le plus sourire quand j'interviens en établissement scolaire, c'est quand je demande aux gens comment vous, ou même pas que scolaire d'ailleurs, comment est-ce que vous vous informez, et qu'on me répond, je ne m'informe pas. Mais qu'en face de moi, j'ai des gens qui ont des comptes Snapchat, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, et qui sont abreuvés chaque jour d'informations qui sont subies et qui ne sont pas choisies. Est-ce que la première mission de l'éducation média, c'est pas d'aider l'apprenant à basculer justement, à reprendre en fait le contrôle de l'information et à pas subir ce qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité, c'est-à-dire les vagues d'informations qu'on engrange chaque jour. Pour vous donner une petite idée, on estime qu'entre 2005 et 2010, on a produit plus d'informations et on a mis en ligne plus d'informations que l'ensemble des ouvrages qu'on a imprimés depuis Gutenberg. Donc il y a une surproduction d'informations qui rend parfois le contrôle, et en tout cas, et qui fait de l'enjeu de la reprise de contrôle quelque chose d'assez essentiel à l'UNI. Mmh. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui me frappe et qui me frappait déjà quand j'ai écrit mon premier ouvrage, c'est qu'effectivement, autant il y a un climat de critique qui est plus ou moins fort selon le point de vue que nous voulons adopter à son égard, vis-à-vis de médias dits traditionnels, de médias dits mainstream. Voilà, la presse fait l'objet de critiques très virulentes. Autant, lorsqu'il s'agit d'acteurs alternatifs ou d'actrices alternatives, eh bien, c'est comme si cette critique était inexistante. Et c'est là aussi que je dis, un des défis de l'éducation aux médias, c'est de remettre peut-être de l'humain dans les médias et de remettre aussi des médias dans de l'humain. C'est-à-dire que nous fonctionnons, lorsque, je prendrai cet exemple plus tard, nous fonctionnons finalement comme des médias, non seulement en tant que récepteurs, c'est-à-dire que selon nos propres filtres, nous allons lire l'information d'une manière particulière, nous allons sélectionner, nous allons agencer, nous allons mettre le focus sur des informations en particulier. Mais en plus, c'est se rendre compte que finalement, voilà, il y a une manifestation.
une manifestation, force de l'ordre, manifestants. Ben, aujourd'hui, 100%, enfin je prends des chiffres qui n'existent pas, mais à chaque manifestation, on a version des forces de l'ordre, version manifestants, avec focus sur force de l'ordre qui tabasse une jeune maman qui est tombée par terre, ou bien manifestants qui balancent leur pavé sur une vitre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il n'y a même pas besoin que la presse s'en mêle. Donc, je parlais tout à l'heure de production audiovisuelle plus ou moins complotiste. Eh bien, comment ça se fait qu'il y a une critique des médias qui est si virulente parfois et qui dit « Ah, comment ces médias sont financés ?» Et puis en fait, ils veulent nous convaincre d'idéologie. Et puis regardez comme ils sont sensationnalistes. Et puis là, alors que ce sont les mêmes ficelles. Rien. Donc ça, je pense que c'est effectivement un énorme défi d'élargir cette critique de l'information telle que délivrée par la presse traditionnelle à une critique informationnelle qui justement décentre de tout ça et montre des procédés rhétoriques, des procédés de forme qui transcendent évidemment le fonctionnement de la presse, bien sûr, oui. Vous parliez, enfin tout à l'heure, on évoquait en tout cas le rôle des médias à l'intérieur de cet apprentissage, en tout cas de retisser, pardon, excusez-moi, son rôle essentiel dans le fait de retisser du lien entre les citoyens et les médias. C'est vrai qu'il y a des nouvelles initiatives qu'on voit très doucement apparaître. Vous parliez donc du Décodex. Il y a quelques semaines maintenant, Le Monde a lancé une rubrique qui s'appelle « Le Monde et vous », dans lequel ils essayent d'expliquer qu'est-ce que c'est que leur ligne éditoriale, quel rapport ils ont avec leurs actionnaires, et vraiment répondre à certaines des questions qui, on va dire, alimentent beaucoup de la méfiance qui existe entre les citoyens. On voit la même chose du côté de The Conversation, avec une déclaration un peu d'intention de celui qui signe à chaque fois un article. Bon, dans ce cas-là, c'est des scientifiques, donc on va dire qu'ils ont plus l'habitude de dire voilà, quel est le lien que j'entretiens avec telle ou telle structure qui pourrait impacter à un moment donné mon sujet. On voit de plus en plus ces process, enfin, en tout cas, les médias cherchaient à réinjecter de la transparence par rapport à leur financement, par rapport à la manière dont ils sont structurés. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Est-ce qu'il faut que les journalistes sortent de leur rédaction pour aller dans les classes? Concrètement, à quoi, si vous voulez, vous nous appelez, en tout cas, qu'est-ce que vous nous conseillez d'améliorer dans ce qu'on est en train de mettre progressivement en place de notre côté? Alors, c'est une question très périlleuse parce que je serais bien mal, bien mal placé de donner des conseils à des intervenants de terrain, sachant que, selon moi, il n'existe pas de recette miracle, en tout cas, que je ne sais pas encore. Il est difficile de mesurer ce qui a fait ses preuves. Maintenant, si je m'en réfère à un point de vue d'éthique personnelle, ben oui, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de marteler une vérité, nous sommes en train de faire de la transparence sur qui nous sommes. Et j'ai envie de dire, je croise quelqu'un, alors peut-être pas dans ce contexte, je croise quelqu'un dans la rue, il veut me vendre un produit. Ben, s'il me dit d'où vient ce produit, s'il me dit qui il est, s'il me dit comment il a acquis ce produit, j'aurais peut-être plus tendance à lui faire confiance que juste s'il ne se présente pas. Voilà, donc est-ce que ça va avoir des effets positifs à court terme? Je n'en sais rien. J'ai envie de reprendre aussi, puisque j'ai observé le chat tout en répondant à vos questions, j'ai envie de reprendre aussi la métaphore Haribo-haricot, la métaphore du régime informationnel. Pour moi, et pour Cyril, avec qui j'ai discuté, l'idée n'est pas d'arrêter les Haribo, mais de montrer justement un équilibre, de rétablir un équilibre. Et donc, c'est pas en une intervention, malheureusement, que je vais donner le goût des haricots.
Et donc, personnellement, en tout cas, je fais le deuil de ce sujet-là, mais ça vaut le coup peut-être de justement montrer en quoi ça a du goût, en, en quoi, euh, en quoi partager une réflexion avec des élèves, par exemple, euh, ça peut valoir le coup. Alors là, ici, je vais prendre justement un point de vue de terrain, vraiment de pur terrain. Ma première expérience pédagogique en école secondaire, donc des jeunes de 18 ans. Ce, Mon premier cours, c'était un débat relatif au racisme. Est-ce que vous avez déjà été confronté au racisme? Qu'est-ce que vous pensez de la politique par rapport à ça? Qu'est-ce que vous... Et en fait, ils ont pu mettre à plat leur représentation et prendre une place dans ce dialogue. Et en fait, c'était pas des jeunes, alors c'était peut-être des jeunes qui s'informaient relativement peu auprès de sources que nous pouvons convenir comme étant fiables entre nous. Et pourtant, ils avaient des idées et ils avaient de l'appétit. Ils avaient de l'appétit, ils voulaient savoir, ils voulaient qu'on... ce que disent beaucoup de personnes qui critiquent des médias traditionnels, c'est on nous prend pour des débiles. Une chose, je fais une petite digression encore, c'est une chose que je constate, par exemple, en Belgique francophone, nous avons un système politique ultra complexe. Nous sommes un État fédéral et donc on a différents niveaux de pouvoir, des ministres qui sont au niveau étatique, mais aussi au niveau régional, communautaire, etc. Je vous passe les détails. Dans le microcosme journalistique, politique, etc., en fait, tout ça, c'est plus ou moins connu. Mais je n'ai jamais vu un seul article de presse qui explique c'est quoi la Constitution. On parle de la Constitution, on parle des niveaux de pouvoir, on parle du Parlement qui vote des lois. Comment ça marche ça? C'est mystique en fait. Pour la plupart des gens, alors, entre nous, on utilise le mot réactionnaire. Réactionnaire. Combien de gens savent ce que ça veut dire? En fait, c'est à la fois, on leur prémâche du contenu et il y a du sensationnalisme, et à la fois, il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Et donc voilà, moi je pense qu'il y a un vrai travail, en fait il y a un travail colossal de pédagogie et comme pour en revenir à cette notion de dialogue en fait, de rencontre et ok, allons dans le fond des choses et prenons le temps ensemble. Et c'est peut-être aussi l'opportunité quand je suis en posture d'éducateur ou média, c'est ok, on prend le temps de prendre distance. Il y a cette dimension de mettre en parenthèse ce flux d'informations continu, cette immédiateté auquel nous sommes confrontés, c'est peut-être un des rôles de l'éducation aux médias de juste aussi faire un pas de côté et observer. Derrière la question d'Alexandre Lenoir, point aussi la question de la progressivité des enseignements, puisqu'il dit, voilà, moi j'arrive en face d'élèves qui ne connaissent que BFM, je ne peux pas leur donner un article, qui n'ont jamais lu un article de 1500 signes, donc je ne peux pas commencer directement par les recovers, ça ne va pas bien se passer, quoi. Et c'est une vraie question qu'on se pose, nous, quand on intervient de façon plus ponctuelle, mais aussi qu'on se pose par rapport à l'âge auquel il est bon de commencer à initier ce chemin d'apprentissage avec les élèves. Parce que, voilà, au début, c'est quelque chose qu'on a globalement réservé un petit peu aux lycéens. On préférait, avec les collégiens, faire des choses plus technicistes, on va dire qu'est-ce que c'est qu'une une, voilà, décortiquer un article en disant il y a un chapeau, etc. Et puis, on sent progressivement que même cette question de l'esprit critique, de la distance critique, elle commence à irriguer aussi pas les programmes techniquement en France parce que ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas les velléités des enseignants de primaire qui font intervenir des journalistes, etc. Est-ce que vous, en tant que chercheur sur ces questions-là, vous avez un regard sur un petit peu la manière de construire cette progressivité et l'âge auquel il commence à être pertinent d'évoquer ces questions avec des élèves? En gros, j'ai déjà vu et participé à des ateliers philo dès
Alors, c'est pas la même chose chez vous. C'est CM1, 11 ans, c'est ça? Donc voilà, CM1, CM2, ce genre de questions. Et justement, peut-être aussi sans aborder la question du journalisme de front. Parce que ça peut générer des réticences, des résistances. C'est finalement parler de c'est quoi une info, c'est quoi, euh, c'est quoi la vérité. En fait, à 10 ans, ils se posent ce genre de questions, hein. C'est quoi la vérité et comment on sait ce qui est vrai et, et, et quels critères on peut se donner pour trier rapidement ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et en fait, on n'aborde pas nécessairement des questions hyper touchy. C'est un des problèmes aussi par rapport au complotisme, c'est que dès lors qu'il y a une théorie du complot ou même, et c'est une des difficultés face au complotisme, c'est que souvent c'est larvé, c'est-à-dire que c'est implicite, ce n'est pas dit explicitement, il n'y a pas de thèse qui est développée, c'est plutôt on nous ment et on ne sait plus à quel sens vouer. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'il s'agit de réagir par rapport à telle ou telle théorie du complot, en fait, on est directement face à des résistances euh, de personnes qui adhéreraient à ces théories. Alors que finalement, décontextualiser aussi, pour recontextualiser plus tard, mais je pense dans la progression des savoirs. En tout cas, moi, je suis pour une approche qui est peut-être un peu moins frontale, effectivement. Euh, parlons de la vérité, parlons de l'information. Et tiens, quel lien vous pouvez faire avec le journalisme et peut-être l'amener de manière un peu plus indirecte. Olivier Guillemin, qui est journaliste et qui travaille pour Entre les lignes, nous dit qu'il a lancé un laboratoire cette année justement avec 5 écoles. Peut-être qu'Olivier, si vous êtes d'accord, à la fin de cette conférence, on vous donnera la parole quelques minutes pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et puis les premiers retours que vous avez. Je suis sûre que ça intéressera beaucoup de gens ici d'avoir un petit peu votre regard là-dessus. C'est gentil. Donc, pour un petit peu continuer cette question voilà, du rapport des médias avec l'esprit critique, c'est vrai qu'on se rend bien compte à l'intérieur de chacune de vos réponses que finalement, il y a quelque chose d'incroyablement nébuleux autour de cette question d'esprit critique qui va chercher dans un peu toutes les disciplines, qu'on peut commencer par enseigner à travers la philosophie et qui va progressivement nous amener vers une distance critique par rapport aux médias, etc. C'est un petit peu la même chose. Elle pose aussi d'autres questions au sein même des rédactions, parce que qui dit à un moment donné possibilité d'enseigner l'esprit critique dit aussi réflexivité sur ses propres pratiques, sur aussi ce qui compose les rédactions. Donc je sais que, par exemple, l'enjeu de la diversité et de la représentativité au sein des médias à travers les journalistes est essentiel, parce que sur le terrain, c'est des questions qui remontent, c'est-à-dire en fait, quand on travaille dans des zones d'éducation prioritaire, par exemple, on ne se sent pas présent à l'intérieur des médias, on ne se sent pas représenté, etc. Et donc, il va chercher sur des questions qui sont très larges. Et donc, ma question porte sur la nécessité, et c'est entre autres pour ça que ces rencontres existent, à un moment donné, d'arriver à tisser quelque chose de cohérent avec des acteurs qui rentrent dans le champ pour des raisons qui peuvent être un petit peu différentes et avec en tout cas un regard qui l'est. Et comment est-ce qu'on amène comment est-ce qu'on amène tous ces gens à travailler d'un même pas, dans le même sens, pour que justement on retrouve cette idée de progressivité qui sert l'enfant ou l'adulte dans sa découverte progressive de l'éducation aux médias. Bien, je dirais que la réponse est en partie dans la question que vous posez. C'est effectivement, je pense que si l'éducation aux médias est une opportunité de rencontre et de dialogue, je pense que la pratique de la rencontre et du dialogue, y compris entre nous, est vraiment riche en fait. Et effectivement, quand je lis les témoignages dans le chat, par exemple, pour ma part, je travaille pas avec, si avec les, les enfants auxquels je suis confronté au quotidien, mais je n'interviens pas dans des écoles avec des plus jeunes. Et puis je lis par exemple qu'il y a des pratiques au Québec dès 8 ans. Et donc ça me réjouit et ça enrichit mon regard. Ça,
je pense qu'en mettant en commun effectivement les expériences de terrain, les réflexions, les questionnements, puisqu'en fait, derrière les questions que vous me remontez, que vous-même avez épinglées sur le terrain, en fait, il y a toute cette aspiration à se positionner de manière juste. Et en fait, c'est complexe. Je ne pense pas que ce soit... vous avez utilisé le terme nébuleux. Je ne pense pas que ce soit nébuleux au sens postmoderne du terme, c'est-à-dire au sens où, OK, du coup, on ne pourrait pas choisir. Non, je pense que le choix peut être imparfait, peut être incomplet, mais justement, peut-être un engagement pour l'esprit critique, pour la pensée critique, c'est aussi un engagement pour une pensée complexe, pour la nuance. Et dire que s'informer, non, c'est pas simple. Trier, faire le tri dans l'information. Alors oui, une fake news grosse comme une maison, je suis plutôt rodé à la mettre de côté directement. Des propos idéologiques manifestes sur des sites qui mélangent tout autant. Voilà, un des premiers blogs de France, c'est un blog que je vais qualifier de facho. Voilà, c'est un site qui mélange une revue de presse de faits divers et en fait tout ce qui alimente son moulin finalement. Donc ce genre de sources, effectivement, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. Maintenant, lorsqu'il s'agit de dire OK, mais c'est quoi une bonne info? Là, on entre dans quelque chose de plus complexe. En tant que chercheur en sciences de l'information et de la communication, je vais vous poser une question un peu tricky, un peu glissante, mais que nous, en tant que formateurs, on se pose. On entend les intellectuels discuter sur la question de l'esprit critique. Est-ce qu'il y a un recul? Est-ce qu'au contraire, il y a un boom de l'esprit critique? Parce qu'on entend aussi bien un Rudi Reichstadt dire il y a un vrai recul de l'esprit critique aujourd'hui, ou un Gérald Bronner on est en train, avec son dernier livre, Apocalypse cognitive, de justement perdre des miettes de cet esprit critique qu'on ne sait plus exercer. Et de l'autre côté, vous avez un Frédéric Lordon qui va dire, non, en fait, quelque part, cette recrudescence du complotisme, c'est aussi un réveil de l'esprit critique, du citoyen qui commence à se poser des questions sur ses pratiques et qui l'amène, peut-être pas aux bonnes conclusions, mais à un élan qu'il faut préserver. Comment on s'y retrouve entre ces deux visions en fait, de la question de l'esprit critique? Je vous confirme que c'est tricky. Ne serait-ce que par les personnages invoqués. Alors moi, je suis un penseur, j'aime me définir comme un penseur de la complexité et donc dire qu'il y a du vrai dans les deux. En tout cas, il y a des raisons de penser les deux et vous les avez résumées. Effectivement, en tout cas, je l'ai dit, je pense qu'il y a un appétit à, euh, à pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Et je crois, d'ailleurs, tant au niveau des citoyens, au niveau des jeunes, qu'au niveau d'enseignants du secondaire, en fait, on est démunis en fait par rapport aux enjeux que nous identifions. Donc, il y a une identification des enjeux et en même temps un manque d'outils intellectuels pour penser ces enjeux. Je prends encore un exemple, c'est sur Internet, il y a des propos fallacieux, il y a à boire et à manger. Du coup, moi, en tant qu'enseignant, eh bien, je demande à mes élèves de trouver leurs sources sur support papier. Je veux qu'ils me trouvent des livres. Et alors, ce truc-là, je le dis en souriant. Et en fait, j'ai de la compassion pour ces enseignants qui se retrouvent dans ce cas-là, parce que je trouve qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Et en même temps, en fait, peut-être qu'eux-mêmes sont démunis lorsqu'il s'agit de séparer le bon grain de l'ivraie, lorsqu'il s'agit de mener une recherche documentaire en ligne qui aboutisse à des résultats fiables. Et donc, c'est très bien de dire esprit critique, il faut douter. Et en même temps,
en fait, d'aller dans le concret, d'aller dans le très concret. Et effectivement, ça boucle peut-être la boucle par rapport à votre première question. C'est que je pense qu'il y a quand même des méthodes. Je pense que contrairement à des courants de type zététique, des courants de type qui se focalisent sur les biais cognitifs, il y a plus que ça aussi. Je pense que c'est très intéressant et très important. Je pense que ce n'est pas nécessairement suffisant non plus. Simplement pour respécifier, parce que je ne suis pas tout à fait sûre que tout le monde soit à l'aise avec la zététique, par exemple, c'est l'art du doute tel qu'il a été pensé par Henri Brock. Donc, voilà, le fait d'exercer, ce sont des gens qui sont actifs, notamment il y a une communauté en ligne qui est très active avec, par exemple, la tronche en biais, ils ont des chaînes YouTube ou des comptes Twitter et qui sont engagés dans le processus de l'utilisation de l'esprit critique au quotidien. Vous avez en face de vous des professionnels de l'EMI, en tout cas des gens qui dessinent, des ingénieurs pédagogiques, des gens qui sont en contact de public et qui ont soif de conseils pour construire des nouveaux projets, des nouvelles sessions, des nouvelles, voilà, de mener, de passer à l'étape suivante de l'EMI. Pour vous, quels sont les futurs enjeux de l'éducation en médias qui se dessinent aujourd'hui dans le contexte si particulier et si angoissant qui a été dessiné par la pandémie actuelle, mais pas que. Voilà. Comment est-ce qu'est-ce qui se dessine pour vous comme grande ligne et grande trajectoire dans les mois et années à venir? Oui. Eh bien, alors c'est intéressant parce que justement dans le chat, je réagissais à finalement au positionnement à prendre par rapport à des demandes. Et j'ai été confronté à un dilemme en 2017 notamment, puisque demande d'intervention répétée par exemple par rapport au complotisme. Et moi, je me dis, oh là 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 là, super touchy. On me demande de créer un truc clé sur porte. Alors voilà, déjà, même dans l'enseignement, il y a ce côté parfois qui est paradoxal, c'est-à-dire que il s'agirait de créer des outils pour penser, mais qui soient pré-mâchés, en fait. Donc, il y a quelque chose d'un peu triste de mon point de vue à ce sujet-là. Et en même temps, je me dis, si nous ne le faisons pas, si je ne le fais pas, et je l'ai fait par exemple, eh bien en fait, je perds mon opportunité de faire droit à la complexité. Et je pense que c'est un des défis. Je pense un des défis, c'est, je l'ai dit plusieurs fois, donner le goût à une information complexe, donner le goût peut-être moins aux polémiques binaires, polarisantes. Voilà, quelque chose qui me chagrine et m'émeut beaucoup ces temps-ci, c'est l'essor de polémiques extrêmement caricaturales, où en fait, c'est les pour et les contre, quoi. En fait, il n'y a pas d'entre-deux, c'est les gentils et les méchants, le camp du bien. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et en fait, voilà, un autre défi, c'est que, je l'ai dit aussi, ce qui se passe vis-à-vis des médias dits traditionnels, en fait, ça se passe à d'autres niveaux sur les médias sociaux. Ça se passe lorsque je sors mon smartphone et que je filme une manifestation. Ça se passe lorsque je lève des fonds pour un documentaire, ce que j'appelle un documentaire, et que je le diffuse ensuite sur Internet. En fait, voilà, il y a quand même de grands critères d'analyse, les intentions, les formules rhétoriques, voilà, qu'est-ce qui est fait pour essayer de me convaincre, pour m'émouvoir, dans quelle mesure, voilà, c'est assez amusant de voir des productions complotistes qui reprochent aux médias de mainstream de faire peur aux gens, mais qui en fait disent « Regardez comment on nous manipule !» mais qui sont hyper angoissantes. Moi, je termine de visionner une production comme ça,
je suis en stress. Et donc, il y a des contradictions performatives assez manifestes dès lors que je fais un pas de côté. Mais si je consomme cette production sans ce pas de côté, en fait, je suis dans mon émotionnel. Donc, il ne m'est pas possible de penser. En tout cas, penser aussi efficacement que je le pourrais. Et j'aurais envie de dire un des défis. J'aurais envie d'épingler deux défis. Je l'ai dit, justement, cette prise en compte de l'émotionnel. Cette prise en compte de l'émotionnel, on constate que les dimensions émotionnelles, sociales, affectives sont importantes dans la manière dont nous sommes en relation avec l'information. Et donc, il ne s'agit pas d'arrêter d'être dans l'émotion, il s'agit de la dépasser. C'est différent. C'est pas mal de ressentir des émotions. C'est bien d'en être conscient et de voir quel effet ça a sur nous. Quel effet ont nos propres postures, ont nos propres réactions sociales émotionnelles par rapport à notre rapport à l'info. Et ensuite, euh, c'est lié, hein, c'est prendre non seulement en compte la dimension sémantique de l'information, c'est-à-dire le sens des mots, le contenu, la vérité, la fiabilité des contenus, mais aussi la dimension pragmatique. La dimension pragmatique, c'est la relation que nous entretenons aux signes, aux informations. Comment nous consommons. Et on rejoint à ce moment-là la question des biais cognitifs, notamment. On rejoint aussi les éventuelles intentions des émetteurs, des émettrices à communiquer d'une certaine manière, à diffuser d'une certaine manière. Voilà. Pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer et ce que soulignait Martin Pierre sur voilà, comment on fait quand on est invité à... Je sais qu'à l'École supérieure de journalisme de Lille, on a décidé de conditionner nos interventions à 2 interventions préalables. Une première de rencontre avec le journaliste pour parler de ce que c'est que le journalisme et une de formation de l'équipe enseignante qui accompagne le projet. En fait, on s'est rendu compte que ça ne servait pas forcément toujours à quelque chose d'intervenir dans une classe si derrière le professeur lui-même à une défiance ou en tout cas des concepts qui ne sont pas forcément, par exemple, ça nous arrive souvent par rapport aux fake news, que les gens ne fassent pas exactement la différence entre ce que c'est que faux et ce que c'est que contrefait. Donc une erreur qui pourrait être dans l'article et quelque chose qui serait intentionnellement faux. Donc voilà, en tout cas, construire un écosystème. Alors c'est en tout cas une des choses qui est à l'étude en ce moment de notre côté. C'est d'essayer de construire un écosystème autour de ces interventions pour qu'elles soient les plus efficaces possibles. Et peut-être que ça peut faire une transition toute prête, peut-être au retour d'expérience d'Olivier, d'Olivier, si vous êtes d'accord, si vous pouvez activer votre micro, sinon je vous en donnerai regardez, hop, je vous envoie une demande d'activation de micro, ça devrait être... Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci à Julien Lecomte pour ce témoignage très intéressant. Peut-être très rapidement pour vous partager notre expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas, Entre les lignes, c'est une association de EMI qui a 10 ans et qui rassemble aujourd'hui 220 journalistes de l'agence France Presse et du groupe Le Monde. Voilà, on fait à peu près 300 interventions par an dans toute la France, principalement en collège, en lycée, dans des dispositifs de jeunes en insertion, décrochage, avec des adultes aussi, parce que vous l'avez évoqué, on a beaucoup parlé des jeunes, mais l'éducation aux médias, c'est l'affaire de tous. Et cette année, on avait envie de le faire depuis longtemps. On avait commencé il y a 10 ans, mais c'est quelque chose sur lequel on va mettre l'accent. On a lancé un laboratoire de EMI sur le public primaire. Donc, on s'est attaché au public CM1, CM2 parce qu'il faut quand même maîtriser un petit peu quand même la lecture. Donc dans 5 écoles pilotes dans toute la France, avec un territoire rural, des territoires un peu plus urbains, des REP+, enfin voilà, pour essayer de mixer un petit peu tout ça. Ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que c'est vraiment possible de mener des interventions avec ce type de public. C'est très riche, c'est très intéressant pour les intervenants et aussi pour les élèves. En fait, on peut travailler avec ce type de public, pas sur des choses très abruptes, comme vous le disiez précédemment, arriver directement sur les théories du complot, sur les fake news ou quoi que ce soit, mais travailler notamment
alors, on fait des choses un petit peu classiques sur la construction de l'information, la hiérarchie de l'information, pourquoi est-ce qu'on va mettre une information en premier et pas parler d'une autre. On les sensibilise au pluralisme aussi, hein, de ça. Mais on a toute une partie aussi où on peut déjà travailler avec eux sur la confiance. La confiance, à qui est-ce que j'accorde ma confiance? Ah ben c'est mon frère Karim qui me l'a dit, donc du coup c'est vrai. Ah oui, mais alors tu nous dis ça parce que ton frère, tu l'aimes et parce que tu as confiance. Mais voilà, on essaye d'interroger ça, vraiment travailler sur la confiance. Et donc, on travaille fatalement sur la notion de source. Donc, on travaille sur la rumeur, par exemple. On va inventer une petite rumeur dans le quartier de leur école et puis on va leur faire demander, bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour vérifier si cette information elle est vraie ou quoi que ce soit. Et on travaille aussi parce que entre les lignes, pour nous, c'est toujours très important de partir de l'usage des gens qu'on a en face de nous. Alors, et quand il s'agit de jeunes, là, on parle de jeunes qui ont 8-9 ans, 10 ans. Ils ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Ils le sont pour la plupart, hein, sur TikTok notamment, sur Snapchat. Ils sont énormément aussi sur YouTube. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, dans une classe de CM1, j'ai demandé, alors qui utilise YouTube 1 ou 2 fois par semaine, par exemple? Il y a 23 personnes sur 26 qui ont levé la main. Donc, ils avaient 9 ans. Donc, on va travailler, et c'est des choses en douceur. On va travailler, par exemple, en leur montrant des vidéos d'influenceurs, parce qu'ils en consomment énormément, des gens qui vont tester des jeux. Et en fait, pour leur faire comprendre que la vidéo de la famille sympa qui teste des jeux, c'est aussi une publicité, quelque part. On va travailler aussi sur des vidéos fake, mais qui consomment, hein, mais plus, on ne va pas être sur le coronavirus, on ne va pas être sur des choses, mais voilà, mais des faits qui sont à leur échelle. Donc, voilà, partir de leurs usages, on peut travailler à partir de cet âge-là. Julien Lecomte parlait d'atelier philo. Oui, on peut faire de la philo. L'esprit critique, il est déjà là chez eux. Et d'ailleurs, on a noté, nous, entre les lignes, en disant que parfois, c'est quelque chose qui pouvait s'estomper un peu au collège et au lycée parce qu'il y a la pression sociale. On n'ose plus forcément dire devant la classe ce qu'on pense ou comment on ressent quelque chose. Et une des clés, donc partir de leurs usages, une des autres clés aussi, et vous l'avez dit, c'est d'y aller plusieurs fois. Typiquement, en primaire, on y va 4 fois. 4 fois 1 heure. 1 heure, c'est un format pour leur attention, c'est bien, mais on y va 4 fois parce que c'est des notions qu'il faut prendre du temps à mobiliser et les one-shots, ça ne marche pas. Voilà, merci. Surtout qu'avec un public jeune, la première session, c'est toujours une session d'acclimatation avec une nouvelle tête. Donc, le fait de revenir, il y a aussi une attente qui est créée, je trouve. Je ne sais pas si vous partagez ce retour d'expérience, Olivier, mais voilà, il y a un vrai plaisir et une vraie confiance qui se tisse aussi avec l'intervenant qui est amené à travailler plusieurs fois dans une même classe. Ce que je vous propose, c'est qu'on a 5-10 minutes devant nous avant le prochain atelier. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser, des choses ou quelque chose à partager qui fait écho à nos échanges de cette matinée? Si c'est le cas, dites-moi, comme ça je vous active, enfin en tout cas je vous envoie une demande de réactivation de micro. En attendant que quelqu'un se manifeste, je vais peut-être verbaliser ce que j'ai écrit dans le chat, parce que justement, là aussi, c'est une tension que j'ai éprouvée, c'est la question du one-shot, où effectivement, moi, je trouve je vous rejoins totalement, c'est beaucoup plus rentable et porteur de faire des interventions de fond et de mettre mon énergie là-dedans. Et à la fois, je constate qu'il y a aussi une demande. Voilà, la demande, allez, dites-nous un peu rapidement comment on fait, que ça soit des jeunes ou des adultes. Et je trouve que ça peut être quand même chouette aussi, et c'est ce que nous avons fait avec Action Média Jeunes, qui est une association, comme une association loi que vous avez en France, qui est active dans l'éducation aux médias en Belgique francophone. C'est partir de OK, voici quelques outils de pensée rapide pour faire le tri rapidement. Quels sont un peu les feux rouges qui peuvent nous mettre en alerte, tout en disant, ça ne veut pas dire que c'est de la désinfo, mais en disant attention, là ça vaut peut-être le coup de, si j'ai pas le temps d'aller plus loin, de suspendre son jugement, justement. On parlait de zététique, c'est la suspension du jugement appliquée à l'information de manière méthodique. Oui.
Alors, je vois qu'on a une demande. Oui. Attendez, est-ce que ça fonctionne si... Du coup, les questions affluent. Alors, est-ce que vous avez reçu ma demande de... Oui. Super, on vous écoute. Bonjour à tous, donc je suis Nora et je suis référente jeunesse dans une structure, dans une structure sociale, en fait, dans un centre social. Et en fait, je ne vais pas vous mentir que je suis assez mal à l'aise. On fait beaucoup d'ateliers sur la question du développement en fait, de l'esprit critique chez les jeunes. Et je suis assez mal à l'aise quand je travaille sur ce sujet-là parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a une grosse responsabilité de ma part, dans le sens où je pense que l'esprit critique, c'est propre à chacun. Et j'ai toujours peur, en fait, d'influencer les jeunes parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez subjectif en fonction, justement, des orientations de chacun, des idéologies de chacun, des éthiques de chacun, voilà, en ce qui concerne, par exemple, les orientations politiques, les orientations religieuses. Donc, en fait, je vous avoue que je suis parfois assez, voilà, assez mal à l'aise et que j'ai pas forcément les outils pour rester vraiment dans l'objectivité et dans la nuance. Voilà, c'est surtout ça. Donc, est-ce que vous avez des outils en fait qui restent assez factuels et qui font en fait que je ne prends pas ce côté par exemple émotionnel, parce qu'on reste, même si on est des éducateurs, on reste quand même des humains avant tout. Et on le voit d'ailleurs même sur les chaînes de télévision, hein, on a des orientations politiques. Quand on met par exemple la 1, ben, on sait que voilà, il y a un bord politique qui est tel, la 2, il y a un bord politique qui est tel. Donc effectivement, voilà, comment faire en fait pour essayer de rester vraiment factuel sur les informations qu'on peut transmettre aux enfants? Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et bon, j'aurais envie de vous renvoyer la question. Est-ce que vous avez l'impression du coup que les enfants, les jeunes auxquels vous vous adressez, vous leur pervertissez l'esprit? Alors non, j'ai pas l'impression que je leur pervertis l'esprit, mais par contre, j'ai l'impression d'avoir une grosse responsabilité quand il s'agit justement et j'ai pas envie en fait de dire de bêtises, j'ai envie de vraiment rester, dans le fait et pas dans l'interprétation en fait de l'information, Mm. qui peut être influencée par plein de choses en fait, parce qu'on reste quand même des humains. C'est ça en fait, Bien sûr. surtout que Et alors, j'ai deux pistes. J'ai deux pistes qui me viennent en vous entendant. D'abord, il existe des manières de formuler euh, des choses qui sont plus descriptives et d'autres plus interprétatives. Et donc, effectivement, il y a une distinction que l'on peut faire entre des jugements de valeur, même des jugements de valeur très normatifs, c'est bien, c'est mal, et un discours plus factuel. Et en même temps, la notion d'objectivité, c'est quelque chose de très périlleux. À partir du moment où je suis une personne, et c'est intéressant, en fait, c'est super intéressant, euh, je suis un intermédiaire informationnel. Je suis comme un média. Et donc, je donne l'information selon un certain prisme. Je donne l'information selon un certain angle. Je choisis ce dont je vais parler. Rien que le simple fait de choisir un thème de cours, entre guillemets, eh ben, ce n'est pas neutre. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me drape d'une neutralité, d'une pseudo-neutralité? Je dis aux gens, ben, regardez comme je suis neutre et je suis objectif, ou au contraire, je suis transparent au niveau de mes choix. Moi, je préfère un média qui est de gauche ou de droite et qui me dise je suis de gauche ou de droite, qu'un média qui est de gauche ou de droite et qui me dise nous sommes objectifs. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que c'est une des choses dans la posture de l'éducateur qui est différente par rapport à la figure du maître dans l'enseignement, qui est détenteur d'un savoir et d'une connaissance absolue. C'est un peu peut-être descendre de son estrade et dire, en fait, moi j'ai envie de connaître vos prismes
et je vais vous parler aussi des miens. Et voici comment je vous propose de voir les choses en fonction de tel ou tel prisme. Et puis peut-être d'aller voir dans d'autres prismes, si vous les pensez pertinents. Donc, il y a un équilibre entre subjectivité et objectivité, et je pense qu'on se donne davantage d'intersubjectivité lorsque on est soi-même transparent avec justement nos propres valeurs, ce qui est important pour nous, etc. C'est Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui parlait de subjectivité honnête, qui est une manière de rentrer dans l'exercice et de dire, voilà, j'accepte que je parle de quelque part. L'enjeu, c'est de savoir d'où je parle et quel est ce quelque part, et d'être capable de dire quelque chose de ce quelque part et de l'endroit d'où je parle, et d'accepter de rentrer en dialogue par rapport au fait qu'évidemment, je perçois le monde avec mes yeux et j'entends le monde avec mes oreilles, et qu'à ce titre-là, subjectivité, il y aura toujours, mais qu'elle n'empêche ni l'honnêteté, ni un idéal d'impartialité à partir du moment où on fait la démarche intellectuelle d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, ou avec d'autres prises, comme le disait très justement Julien. Une des questions, enfin, parmi les questions qui remontent beaucoup, il y a celle de la place de l'adulte. Alors je pense que sur les remontées du terrain, on partage presque tous ce constat que presque la prochaine chose qui nous attend dans l'éducation aux médias, c'est de trouver une manière de faire rentrer les parents finalement un petit peu dans cet exercice avec nous, c'est-à-dire d'arriver à avoir aussi un impact sur la cellule familiale, parce que c'est pour l'instant le grand absent de l'éducation aux médias, parce que de l'éducation au niveau des adultes, il y en a. Alors, les lieux manquent un petit peu, parce que très justement, on parlait de médiathèque dans le chat. Alors, tout le monde ne va pas à la médiathèque, on ne va pas se mentir. Donc voilà, ça fait partie des questions qui se posent aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on fait pour impliquer davantage les adultes dans ces questions d'éducation aux médias. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, prendre la parole? Signalez-vous en demandant la parole, comme ça je vous vois, parce que vous êtes quand même assez nombreux, donc je ne vois pas forcément tout le monde. Ou est-ce que nous avons épuisé vos interrogations métaphysiques, techniques, métaphysico-techniques, technico-métaphysiques? Bon, bah, écoutez, je pense que du coup, on a fait un tour qu'on a, alors évidemment pas exhaustif, parce qu'il nous faudrait des heures et des heures de discussion pour commencer à avoir une vision d'ensemble de cette thématique extrêmement vaste. Écoutez, Julien, c'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci infiniment. Et puis, il y a une très prochaine fois, j'espère, pour une prochaine édition. Mais voilà, en tout cas, merci pour votre liberté de ton et puis pour les éclairages que vous nous avez apportés aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Comme je vous ai dit, je suis très honoré d'avoir pu participer à cet événement, et je suis ravi de l'interactivité que j'ai observée durant cette intervention. C'était très riche. Merci. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup.